Alors Phil, c'est vrai que tu as 30 millions d'abonnés au Game Pass. C'est incroyable, absolument incroyable, non? Écoute Strauss, je t'ai déjà expliqué que c'était pas 30 millions mais 18 millions. Il y a quelque chose qui est pas clair là-dedans. Attends Phil, je vais regarder les chiffres que tu m'as donnés. Quel chiffre? Je t'ai rien donné. Ben si, je les ai là. Ben écoute Phil, faut décider quoi. Soit c'est 30 millions d'abonnés, soit c'est pas 30 millions d'abonnés. Soit tu me bullshit, soit c'est Non, vrai, je mais dis il faut rien. décider. Sois un homme quoi. Allez, dévoile-nous les chiffres. Écoute Strauss, tu commences à m'emmerder sérieux. Prends tes pilules de Botox et arrête de dévoiler les chiffres que je t'ai donnés, bordel. Si tu continues, je vais racheter ta petite boîte pour 2 francs 6 sous et je vais te mettre comme portier devant mon immeuble, t'as compris? Monsieur Ryan, vous avez dit dans une précédente interview que les jeux dont on se souviendrait plus tard, ce seront les jeux uniquement excellents, ceux qui nous ont fait rire ou pleurer. Yeah, oui, tout à fait. En fait, les jeux dont on se souviendra, ben, ce seront les jeux excellents, quoi. Les nôtres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vous voulez dire, monsieur Ryan, que les jeux qui vont faire pleurer les joueurs, ce sont les jeux qui vont coûter 80 €? J'ai bien tout compris. Là, tu fais du mauvais esprit, mon petit. Il va falloir te ressaisir, sinon ça va mal aller. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle Actu du Geek. Alors Sony, pas d'inquiétude, vous allez voir pourquoi je dis ça. On va également parler des propos de Shaw Layden. Et oui, Shaw Layden, celui qui a critiqué le Game Pass, vous savez, avec les 500 millions d'abonnés, j'étais revenu là-dessus. Et bien là, il parle de la politique vis-à-vis du PC de Sony, c'est assez intéressant. On va parler aussi du Game Pass, des jeux à venir, très intéressant, et aussi bien entendu de la bourde Stroll-Zelnick, une petite bourde, volontaire ou pas, on en discutera, et on discutera surtout de ce qu'il a dit. On va parler aussi de Xbox, le GPU. Peut-on libérer la fréquence du GPU? J'ai lu ça dans plein d'endroits pour égaler la PS5 en termes de fréquence boost, vous savez, sur le GPU à 2.23 GHz. Peut-on faire de même sur la Xbox Series X? Eh bien non, je ne pense pas, techniquement parlant, et je vais dire pourquoi. Et on va finir sur un film, Infinite, un film que j'ai vu sur Prime Video. Avant de commencer, je vais parler de Kena, oui, Kena Bridge of Spirit. Je l'ai fini, écoutez, la cinématique de fin est vraiment très belle. Elle est dans la lignée du reste du jeu, c'est-à-dire très créative, très poétique, très onirique. Écoutez, moi je suis pleinement satisfait de ce jeu, et donc je me répète, j'ai beaucoup aimé Kena Bridge of Spirit. Je vais aussi vous parler d'une toute petite news, TSMC qui a dit, comme ça, entre deux lignes, eh bien écoutez, il y a de la pénurie, c'est vrai, mais nous on livre effectivement aux fournisseurs de composants automobiles, on livre différents composants et bizarrement, ben c'est pas tout livré chez les constructeurs. Grosso modo, ce que dit TSMC, c'est que certains fournisseurs se garderaient les pièces sous le coude, un certain nombre, pour faire augmenter le prix des pièces. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça pour les cartes graphiques, vous savez, on se demandait si effectivement il n'y avait pas un peu de pénurie fabriquée justement pour augmenter le prix des cartes graphiques. Eh bien, ça serait la même chose envers les constructeurs. Donc je vais voir, on va voir ce qui va sortir comme information, et s'il y a des news là-dessus, bien entendu, je vous les fournirai. Point important aussi, on m'a signalé, il y a plusieurs personnes qui m'ont signalé que lorsque j'ai parlé du démat, des avantages et des inconvénients du dématérialisé et du physique, j'ai oublié un point important. Par exemple sous Steam, lorsque vous achetez un jeu sous Steam, eh bien il faut savoir que vous ne possédez pas le DRM. Cette protection anti-copie qui fait que si jamais Steam ôte le jeu de sa boutique, eh bien vous ne pouvez plus jouer à votre jeu que vous avez téléchargé. Impossible, parce que vous n'avez pas le DRM, que Steam n'a pas fourni le DRM, et donc la protection finalement numérique, et donc vous êtes dans l'incapacité de jouer, même si vous avez payé le jeu, ce qui est relativement gênant, je dirais même peut-être limite illégal, puisque vous avez quand même acheté le jeu normalement. Donc écoutez, je regarderai également cette affaire pour en savoir un peu plus, et pour savoir si effectivement il y a des parades à ça ou pas. Alors pourquoi je dis que Sony n'a aucune inquiétude en ce moment? Entre guillemets bien entendu. Eh bien parce qu'ils sont sur leur programme, c'est-à-dire que grosso modo, ils ont l'intention de vendre 23 millions de consoles d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire en un peu plus d'un an, et ils vont probablement y parvenir. Il faut savoir qu'ils ont mis un stock de puces de côté et qu'ils sont en train de produire à plein tube. D'ailleurs, on voit que certaines enseignes commencent à revendre des consoles et commencent à avoir de l'approvisionnement sur la PS5 en l'occurrence. Donc, potentiellement, ils veulent atteindre l'objectif de 200 millions de consoles vendues à la fin de vie de la PS5. C'est pour vous dire l'objectif ambitieux qu'ils ont. Deuxième feu vert chez Sony, ils ont atteint leur seuil de rentabilité en mai dernier, en mai 2021, c'est-à-dire que grosso modo, ils ont remboursé la R&D et probablement la chaîne de montage de la PS5 dès 2021. Alors certes, ils vendaient la console un peu à perte, mais maintenant ils ont un nouveau modèle. Rappelez-vous, radiateur réduit, j'en ai parlé, 300 grammes de moins d'aluminium et bien entendu de cuivre,
Eh bien écoutez, au cours du cuivre et de l'aluminium, ça fait plusieurs euros de gagner pour PlayStation, pour Sony, par console, ce qui fait qu'ils sont maintenant sans doute rentables à l'équilibre, voire même ils gagnent quelques euros déjà par console. Et bien entendu, avec le temps, ils vont gagner de plus en plus, car le process va s'améliorer chez TSMC, et rappelez-vous, ils veulent passer en 6 nanomètres, puce plus petite, même si la plaque de silicium coûtera un peu plus cher, théoriquement ils vont gagner encore plus dessus, c'est-à-dire que la puce AMD, l'APU AMD coûtera encore moins cher, et donc petit à petit, ils vont devenir de plus en plus rentables, et sur 200 millions de consoles, ça peut commencer à chiffrer. Et ça me permet de rebondir sur les propos de Shaw Layden. Shaw Layden, je vous rappelle, la personne qui a beaucoup critiqué quand même le Game Pass, il faut bien l'avouer. En particulier, il a dit qu'il fallait au minimum 500 millions d'abonnés pour avoir la rentabilité, sur quoi je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais là, il a parlé de la stratégie de Sony qui consiste à mettre des exclusivités, vous savez, PlayStation, des studios PlayStation, sur PC au bout de 18 ou 24 mois. Il a clairement dit son but. Le but, c'est grosso modo de faire connaître les jeux PlayStation au monde du PC, à des joueurs PC qui ne connaissent pas bien PlayStation, pour qu'ils s'intéressent aux jeux PlayStation. Premièrement, ça augmente la rentabilité de ces jeux, des studios PlayStation. Par exemple, prenons le cas de Horizon Zero Dawn, il s'est revendu, et c'est même bien revendu sur PC, après avoir fait son existence sur la PS4, PS4 Pro. La deuxième raison qu'invoque Shaw Layden, c'est que PlayStation se fait une grosse publicité auprès des joueurs PC, en disant si vous voulez la nouveauté, vous avez joué à Horizon Zero Dawn, vous voulez jouer à Horizon Forbidden West, eh bien il sort maintenant sur la PS5. Il faut donc acheter la PS5. Et bien entendu le jeu sur PS5. Et bien là par contre ça va peut-être un peu moins marcher quand même, parce que je m'explique. J'ai beaucoup de joueurs de PC d'ailleurs qui m'ont écrit là-dessus. Il y en a même un qui m'a fait une vidéo, et je le remercie, Philippe, il se reconnaîtra, pour dire que les jeux à 80 €, non, ça leur plaît pas trop. Parce qu'effectivement, sur PC, on ne paye pas 80 € le jeu. C'est toute la différence. Et donc, acheter Horizon Forbidden West à 80 € sur PS5, ça les intéresse quand même que moyennement. Alors bien entendu, c'est un choix, soit ils devront attendre 18 mois, 24 mois pour voir le jeu potentiellement sortir sur PC, soit, bien entendu, ils n'ont guère le choix, ils doivent prendre sur PS5. Ils peuvent acheter aussi d'occasion s'ils prennent la PS5 physique, et bien entendu, si le jeu sort en boîtier, ce que je pense quand même pour l'instant. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je ne suis pas certain qu'il y ait une migration vraiment importante de PCistes vers le monde des consoles. Il y a des gens qui connaissent déjà les consoles, comme d'ailleurs les deux, console et PC, mais je ne suis pas certain que beaucoup de PCistes vont quand même se lancer dans l'aventure. Dites-moi-le simplement en commentaire. Mais si Sony est dans le vert, eh bien Xbox peut l'être aussi, en particulier avec le Game Pass. Alors avant de parler bien entendu des propos de Strzelnick, on va revenir sur les jeux qui vont sortir. Il y a quand même pas mal de jeux qui sont sortis, enfin il y a un jeu qui est sorti et des jeux qui vont arriver. Scarlet Nexus, vous savez, ce jeu que je voulais l'acheter, eh bien il est sur le Game Pass, c'est génial, je vais pouvoir le tester, je suis en train de le télécharger. Il y a également un autre jeu qui va arriver, Back 4 Blood, donc je testerai. Il y a Age of Empires qui va arriver sur PC, Age of Empires 4, et ça c'est très intéressant. Alors peut-être que j'aurai une carte graphique d'ici là, je vous en dirai plus. Pour le tester, je serai très intéressé. Il y a bien entendu Forza Horizon 5 surtout qui va arriver, j'avais adoré le 4, j'ai hâte de tester le 5, vous pensez bien. Donc dès qu'il arrive, je me mets dessus. Il y a Scorn aussi qui va arriver le même mois normalement. Alors il n'est pas daté Scorn, c'est très important, il n'est pas daté, mais il est daté pour le mois de novembre sans date précise. J'espère qu'il n'aura pas de retard, c'est un jeu d'horreur, vous savez, à la première personne si je me souviens bien, et donc je suis très intéressé de l'essayer. Il y a également Halo Infinite qui va arriver en décembre, normalement, il a fait couler beaucoup d'encre. On verra si effectivement la nouvelle mouture est à la hauteur de la Xbox Series X, S et des PC, et s'il est à la hauteur de ses aïeuls. C'est vous qui me le direz, entre parenthèses, vous qui connaissez bien Halo, vous me direz si ce nouvel opus est à votre convenance. Et surtout, il y a un jeu qui va arriver en septembre 2022. Alors vous allez me dire pourquoi j'en parle. Eh bien c'est Deathloop. Deathloop que j'ai acheté sur PS5. Je joue à Deathloop, je le trouve très très bien ce jeu. Eh bien il va arriver également sur Xbox Series X et S dans le Game Pass et sur PC en septembre 2022. C'est assez logique. Arkane Studio Lyon qui est bien entendu sous Bethesda qui sont dans les studios Xbox. Donc exclusivité temporaire pour la PS5 d'1 an, mais après ça, le jeu va rentrer dans le Game Pass. Venons-en maintenant au propos de Strzelnick qui a lâché un petit peu comme ça à la volée qu'il y avait 30 millions d'abonnés dans le Game Pass. Et Phil Spencer avait l'air vraiment surpris de la révélation un petit peu inopinée de Strzelnick
Je pense qu'ils ne s'y attendaient pas. Je ne crois pas du tout au style jeu de rôle. Allez, tu dis ça pendant la conférence, je fais semblant que... Non, je crois que Phil Spencer voulait vraiment garder l'information, en particulier pour novembre. Et oui, novembre, l'anniversaire de Xbox. Je pense que c'était une des informations qu'il voulait lâcher pendant la conférence, avec d'autres informations qui, j'espère, seront intéressantes. Il s'est fait un peu griller la priorité par Strolzenic. C'est assez étonnant de la part du patron de Tech2 quand même, parce qu'un patron comme ça, il a l'art de la communication. A-t-il fait exprès? Pourquoi? C'est difficile à dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces deux-là se rencontrent assez souvent. Ça va renforcer bien entendu la rumeur des rachats de Tech2 par Microsoft. Je n'y crois toujours pas, je crois plutôt à par exemple l'arrivée Day One dans le Game Pass du Xbox Series X et S Remaster de GTA V, qui sera bien entendu une version améliorée et qui pourrait arriver Day One dans le Game Pass. On en discutera le moment venu. Mais 30 millions d'abonnés, je vous avais dit que ça atteindrait ce chiffre avant la fin de l'année. Écoutez, j'avais dit 1,5 million d'abonnés par mois en moyenne, c'est ce que j'estimais. Il y avait 18 millions d'abonnés, rappelez-vous, en janvier, il y en avait 12 millions en septembre. J'avais fait un rapide calcul, 1,5 million d'abonnés par mois. Eh bien, le trend continue visiblement, puisqu'on a 8 mois de passé. 8 mois à 1,5 million d'abonnés par mois, ça fait 12 millions d'abonnés, plus les 18, ça fait 30 millions d'abonnés. Ce qui veut dire que novembre-décembre 2022, normalement, on sera à 50 millions d'abonnés. Si tout se passe bien, 50 millions d'abonnés, on verra effectivement si le plafond de verre que certains prédisent va être franchi et si la rentabilité est là ou pas, comme le dit, ou plutôt comme le contredit, Shaw Layden. Parlons maintenant du GPU de la Xbox Series X et de l'éventualité comme quoi, par un firmware, eh bien finalement, Xbox pourrait débloquer toutes les Xbox Series X pour les passer à 2.23 GHz, par exemple l'équivalent de la PS5. Augmenter la fréquence, la booster, faire une fréquence boost comme la PS5 sur la Xbox Series X, puisque après tout, la PS5, mais même les GPU d'AMD comme les RX 6600, RX 6700, eh bien, vont à plus de 2,5 GHz en boost. Donc finalement, pourquoi se brider à 1.825 GHz côté Xbox Series X? Alors je vais faire un simple calcul. Certes, je n'ai pas toutes les données en main, mais il sera relatif, c'est-à-dire qu'en relatif, il sera parfaitement valable. La PS5 et la Xbox Series X, on peut dire quand même que c'est à peu près la même conception. C'est-à-dire un SSD, de la mémoire, une alimentation, une ventilation, et bien entendu l'APU, et ce qui va autour avec quelques puces, bien entendu, pour tout ce qui est connectique, HDMI et j'en passe. On peut dire donc que la consommation est à peu près équivalente. Certains vont me dire, oui, mais le SSD, par exemple, de la PS5 est beaucoup plus rapide, il doit énormément consommer. Eh bien écoutez, un Samsung SSD 980 Pro qui tourne à 7000 mégaoctets secondes, 7 gigaoctets secondes en lecture, ne consomme que 8 watts en pic, et bien moins en normal. Donc vous comprendrez qu'effectivement ce n'est pas là que vient la consommation de la PS5 ou de la Xbox Series X. Pas plus que la mémoire GDDR6, certes qui monte à 80-85 degrés comme l'a montré Gamer Nexus pour une des mémoires, mais c'est peut-être simplement parce qu'elle a un système de refroidissement qui est un peu moins bon, et donc finalement quelques watts sur une si faible surface, ça fait très vite monter la température. Mais en aucun cas ça va consommer des dizaines de watts. La principale source de consommation, on le sait tous, c'est l'APU de la PS5 et l'APU de la Xbox Series X. Et finalement, si on regarde les deux APU, quelle est la différence? Finalement, le CPU est assez proche, fréquence un petit peu différente, mais en termes de consommation, ça se vaut. Tout ce qu'il y a autour, on peut dire de la même chose. Alors je sais que certains vont me dire, oui, mais il y a un petit bloc ici en plus, le côté PS5, ici côté Xbox Series X, il y a ça en plus. Ce n'est pas ça qui va vraiment jouer. Ce qui va vraiment jouer en termes de consommation, on le sait tous, surtout lorsque le jeu va turbiner, c'est le GPU, c'est les compute units et tout ce qu'il y a autour dans le GPU. Et qu'est-ce qu'il y a comme différence? Eh bien 44% de différence en termes de compute unit. 36, alors c'est 40, mais il y en a 4 de désactivés pour un meilleur rendement sur le plaquette de silicium, je vous rappelle pour la PS5, 36 compute unit, et donc 56 moins 4, toujours pareil pour le rendement côté Xbox Series X, donc 52 compute unit, 44% de plus en termes de compute unit, donc de transistors. Vous allez me dire, oui, mais ils sont totalement différents, les GPU, les compute unit. Pas du tout, on est dans le même design, c'est AMD qui les a conçus, on est dans le même design très très proche, RDNA2, je vous rappelle, très très proche. On est également sur le même fondeur, TSMC, 7 nanomètres, les mêmes règles de design, les mêmes règles de DRM, Design Rule Material, c'est-à-dire le transfert du design vers le process. Bref, c'est assez similaire pour pas dire extrêmement similaire. Ce qui veut dire qu'en termes de transistors, on a à peu près 44% de moins de transistors sur le GPU côté PS5. Et pourtant, dans l'ensemble, on a la même consommation, à peu près 200 watts, on va dire, pour les deux machines en pic. D'où viennent ces 44% supplémentaires?
de la fréquence. Je vous l'ai déjà expliqué, plus la fréquence augmente, plus on va être sur une courbe exponentielle en termes de consommation. Et donc pour 22% de fréquence supplémentaire, 44% de consommation supplémentaire. Si on applique ça sur la Xbox Series X, c'est-à-dire que finalement on la passe à 2.23 GHz, eh bien on aura sur le GPU 44% environ de consommation supplémentaire. Ce qui veut dire que sur l'ensemble, on pourrait passer de 240 à 250 watts au lieu de 200 watts pic. Eh bien écoutez, 50 watts, ça a l'air de rien, mais c'est énorme, surtout avec un budget thermique qui a été bien défini en R&D et pour lequel tout a été calculé en fonction du pic estimé de consommation. Plus une petite marge bien entendu, mais sûrement pas de 50 watts. Ce qui fait que si la Xbox Series X marche à 120 watts par exemple tout le temps, ou 130 watts en moyenne, et là elle marcherait peut-être à 150, 160, 170 watts. Et donc elle aurait tendance à chauffer de plus en plus, voire à se couper à un moment donné grâce aux sécurités thermiques. La deuxième raison est que même si le refroidissement était calculé pour pouvoir absorber ces 50 watts de plus, c'est-à-dire que la Xbox Series X arriverait quand même à absorber avec sa chambre à vapeur les 50 watts en plus, eh bien malheureusement les puces en test ne sont pas testées à 2.2 GHz, ça m'étonnerait, elles sont plutôt testées à 2,1 GHz, et voire même à 2.2 GHz pour le GPU peut-être. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont certainement pas testées à 2.5 GHz parce qu'on perdrait trop de puces sur la plaquette de silicium. Des puces qui marcheraient à 2 GHz par exemple seraient éliminées parce qu'on testerait à 2.5 GHz, ça veut dire on dirait la puce doit marcher jusqu'à 2.5 GHz, elle ne marche qu'à 2 GHz, on l'élimine, ce qui serait dommage pour Xbox, pour AMD bien entendu, une perte d'une puce qui finalement marcherait à 1.825 GHz. Et donc si en testabilité on teste les puces à 2 GHz, par exemple, en température bien entendu, eh bien lorsqu'on va passer par firmware toutes les puces à 2.23 GHz d'un coup, toutes les Xbox Series X, eh bien il est probable que la moitié tombe en panne immédiatement. Vous imaginez le SAV et les coups de fil, et les problèmes qu'aurait Xbox. Donc je ne pense pas un instant que Xbox va prendre ce risque-là. Ils ont fait une console à 1.825 GHz, elle restera à 1.825 GHz, et c'est les développeurs qui vont optimiser dessus. D'autant plus que je pense que les développeurs seraient bien ennuyés avec deux consoles qui seraient en même temps, sans parler d'une Pro bien entendu qui pourrait arriver après, avec deux fréquences différentes. La gestion de tout ça serait assez compliquée. Il vaut mieux donc qu'ils développent sur une Xbox Series X stable à 1.825 GHz. Terminons sur le film Infinite que j'ai vu sur Prime Video, d'Antoine Fuqua avec Mark Wahlberg. Mark Wahlberg que j'aime beaucoup avec Uncharted, il va tourner Uncharted, il a tourné dans les Transformers, il a tourné dans les Infiltrés, il a fait plein de films et j'aime beaucoup cet acteur. Mais voilà, il y a un petit problème, c'est que je viens de terminer notre série, alors c'est une série, là c'est un film, mais une série qui s'appelle Squid Game, et ça fait mal quand on prend ce film juste après. Pourquoi ? Parce que c'est un film entendu, c'est un film qui aurait très bien marché fin des années 90, début 2000, mais qui n'a rien d'extraordinaire, ni en termes d'ailleurs d'effets spéciaux, c'est pas extraordinaire, ni alors en action c'est pas si mal que ça, les scènes d'action sont pas si mal que ça, mais rien de révolutionnaire en termes de photographie, en termes de réalisation, rien de révolutionnaire non plus, et bien entendu en termes de scénario c'est plus que plat, et tout ce qui est twist sans rien vous révéler, eh bien ça twiste pas beaucoup, voilà ma conclusion. Donc j'ai passé un moment agréable, je dirais même pas ça, bon voilà, j'ai regardé ce film, donc par rapport à un Squid Game, j'ai fini la série, je peux vous dire que c'est très percutant. Les deux derniers épisodes sont juste monstrueux, j'en dirai pas plus. Mais la transformation du personnage principal, vraiment, il a beaucoup évolué. Il y a juste un personnage qui m'a crispé dans la série parce que vraiment, là, c'était poussé. Vous savez, comme je vous ai expliqué, le cinéma coréen, parfois, c'est un peu poussé en jeu d'acteur. Bon, ce personnage que vous voyez là, je l'ai trouvé un peu crispant. Dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs, entre parenthèses, si vous avez vu la série. Mais pour tous les autres personnages, moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trouvé le personnage principal très fort, surtout à la fin. Les deux épisodes à la fin étaient très très forts. Et quand vous regardez Infinite juste après, eh bien oui, c'est plat, c'est creux. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Donc dites-moi si vous avez vu le film, mais moi, finalement, j'ai pas passé un excellent moment. Je dirais finalement que vous pouvez très bien vous en passer de ce film. Ça vous fera gagner presque 2 heures de votre vie pour, par exemple, jouer à un jeu vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.